Bienvenue à toutes et tous à ce premier webinaire d'une série de 3, présenté donc, par ma collègue Pascal Blanc, donc au sujet des environnements numériques d'apprentissage, organisé par la vitrine Technologie Éducation. Comme je l'ai montré plusieurs fois, pour activer l'audio, il faut cliquer sur le petit bouton qui s'appelle « Appeler à partir de votre ordinateur ». Je ne vais pas insister davantage. De toute façon, si je le dis, c'est que vous m'entendez, c'est que vous l'avez déjà fait. Sinon, il faut regarder en fait l'écran. La vitrine, en fait, est un organisme, donc un partenaire du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, qui en fait a pour mission de guider les choix des établissements d'enseignement supérieur québécois en matière de technologie éducative. On est situé au Cégep à Bois-de-Boulogne, à Montréal. Et on est au service des cégeps, des collèges, des universités, de plusieurs commissions scolaires du Québec. On a plusieurs types de services, un projet qui s'appelle CERES, un programme d'achat regroupé, et ce qui nous amène tous aujourd'hui, c'est les laboratoires, donc des activités en ligne, éventuellement en fait sous forme de projets pilotes sur site, sur place, donc avec vous pour expérimenter. On sait ce que coûte la technologie, on aimerait savoir ce qu'elle vaut à des fins pédagogiques, et c'est ce que Pascal va nous présenter aujourd'hui. Vous pouvez en fait bien entendu aller sur le site de la vitrine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter en français, donc au compte VTE Edu, et sur Facebook, la page donc, de la vitrine. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Pascal Blanc, ma collègue, conseillère technopédagogique à la vitrine Technologie Éducation. Juste avant qu'on commence, parce qu'on a le temps à la fin, je vous rappelle en fait que le prochain volet, le second volet en fait de cette trilogie aura lieu le 28 novembre à la même heure, et donc s'appellera les événements actuels des universités québécoises et les évolutions prévues d'ici 5 ans. Donc on vous donne rendez-vous à ce moment. Sans plus attendre, je vais donner la parole à ma collègue en lui donnant. En me donnant la main? Oui, ça convient. Alors, je vais juste fermer. Voilà, je ferme ça. Toc. Ah. Ça va être à toi. Voilà. C'est parfait. OK. Est-ce que tout le monde voit bien les... C'est tout beau? OK, parfait. Bon, ben bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce premier webinaire de cette série de 3 webinaires, donc qui va parler des environnements numériques d'apprentissage. Donc, Notre premier webinaire donc, va plus parler du marché des ENA. En fait, l'origine de ces 3 webinaires, c'est un rapport qui a été écrit justement sur l'état du marché, l'état actuel et l'état futur des ENA. Donc, on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était d'ici 5 ans, au niveau surtout des universités. Donc, ce rapport sera disponible à la fin de cette série de 3 webinaires. Il a été rédigé pendant l'été 2017 et puis le début de l'automne, à partir d'entrevues qui ont été faites auprès d'universitaires, donc des universités québécoises et quelques institutions aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick, parmi justement où il y avait certains experts. Également, donc, une recherche web a permis de compléter ces entrevues. Donc, je veux bien préciser que aussi bien cette présentation que les suivantes et le rapport n'est pas une étude et une comparaison fonctionnelle des ENA. C'est plus en fait un état global à la fois du marché et de ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, on va commencer tout de suite peut-être par définir justement qu'est-ce qu'on entend par ENA de façon générale. Donc, je veux préciser aussi que vous pouvez m'interrompre
tout à fait, c'est plutôt un échange potentiellement, cette rencontre. Donc, Christophe va suivre le chat, vous pouvez lever la main et donc, si vous avez à des moments des questions ou des envies de partage, n'hésitez pas, si on peut faire un échange, ça sera super. Donc, a priori, ma définition des ENA est un peu la suivante. Donc, c'est une plateforme web. C'est une plateforme web qui permet de regrouper virtuellement les étudiants d'un cours. Elle a différents objectifs. Donc, ces objectifs sont entre autres la gestion de la communication et du partage d'informations entre l'enseignant et ses étudiants. Donc, il va y avoir des outils comme le courriel, les annonces. Le partage va être souvent de l'agenda, du plan de cours, des ressources du cours. Également, on va y trouver des outils d'évaluation, de collaboration, de soutien à l'apprentissage. Suivant les implantations, des outils pourront être activés, d'autres non. Souvent, pour l'évaluation, il va y avoir des outils de dépôt de travaux, il va y avoir des quiz, des questionnaires qui pourront soit servir à d'évolution formative ou sommative, des outils de collaboration, de soutien, suivant les méthodes pédagogiques employées. Certains donc, outils pourront être activés et généralement cette plateforme permet aussi l'accès aux applications institutionnelles de l'institution où elle est installée, donc tout ce qui va être les programmes, les cours, l'inscription aux cours. Il peut y avoir aussi des accès aux services de la bibliothèque, des accès à des services étudiants et également donc, des accès à des outils externes. On en voit de plus en plus maintenant, entre autres en info nuagique, donc ces outils peuvent être des outils de collaboration, ça peut être des répertoires de ressources, ça peut être des logiciels de plagiat, ça peut être donc beaucoup de choses et j'imagine que suivant les institutions où vous êtes, justement, certains outils sont plus utilisés que d'autres. Donc généralement les ENA sont utilisés sur le campus, donc vraiment dans des cours en présentiel pour être en mesure justement de rencontrer ces différents objectifs, pour prolonger la classe finalement hors de sa structure physique. Les ENA sont aussi utilisés dans des cours ou des programmes hybrides, donc souvent quand on appelle hybride, c'est le fait que 20 à 80% du cours du programme peut être en ligne, le reste est en présentiel. Ces ENA peuvent être aussi utilisés dans la formation à distance. Donc la formation à distance, c'est ça qui la différencie de l'hybride, c'est que vraiment tout est en ligne. MOOC, on a déjà vu ces ENA parfois donc, être utilisés pour des MOOC. Il va y avoir une diapo un peu plus tard où j'en parlerai un petit peu plus, mais souvent ce n'est pas trop le cas parce qu'un MOOC, de facto, c'est beaucoup de participants, donc les architectures ne permettent pas toujours justement d'être utilisées dans ces contextes-là. Alors, Pascal, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez faire attention, en fait, à vous mettre en sourdine? On entend quelqu'un frapper très fort. On entend quelqu'un frapper très fort sur un clavier et j'arrive pas à l'identifier. Ce que j'espère, c'est que je me demande si c'est mon micro, mon casque grince. Alors j'espère que c'est pas ça. Chaque fois que je bouge la tête, mon casque grince un peu. C'est pas ça. Ok. Non, c'est vraiment un clavier ou quelqu'un qui tapote et j'arrive pas à l'identifier. J'ai fermé tous les micros sauf quelques-uns. Donc, merci. Donc alors, on fait un petit historique. Donc au départ, en Amérique du Nord, donc ceux qui sont plus anciens que d'autres vont le connaître déjà. Finalement, les environnements numériques d'apprentissage qui, en Amérique du Nord et aux États-Unis, l'acronyme anglais, ça va être généralement LMS, Learning Management System, sont arrivés au milieu des années 90, donc aux États-Unis, au Canada. A priori, les dates, suivant les documents, peuvent un peu changer, mais WebCity et Blackboard sont arrivés un peu en même temps. Peut-être WebCity un petit peu auparavant. WebCity a été conçu à l'Université de Colombie-Britannique et Blackboard est arrivé donc pratiquement simultanément en 1998. Par la suite, Design to Learn, donc la firme s'appelle D2L, mais donc à l'époque c'était Design to Learn et depuis 2015 c'est devenu Brightspace, c'est plus connu sous ce nom-là, est arrivé donc aussi juste avant les années 2000. En 2001 c'est Moodle. Comment ça ancien? Oui, non, c'est plus mature, plus... je me mets dans l'eau,
Moodle est arrivé en 2001. Donc, c'était en fait un administrateur de WebCity en Australie qui a conçu ce logiciel open source. Donc, open source, c'est un logiciel de code source libre qui est donc partagé par la communauté, qui peut être personnalisé et pour lesquels donc, il peut y avoir du travail en commun. Il est gratuit. Un autre logiciel libre est arrivé par la suite, en 2004, c'est Sakai. Là, c'était à l'initiative de 5 universités américaines, dont l'Université de Michigan, donc aussi un logiciel gratuit. En 2005, Blackboard a acheté WebCity, donc il y a eu une consolidation un peu du marché et les prix sont devenus assez importants. Et puis finalement, il y a un petit nouveau dans la course qui est Canvas, qui est arrivé en 2011, lancé par une firme qui s'appelle Instructure, et on va voir qu'il fait une progression assez rapide. Donc, si on regarde justement donc, ne prenez pas les liens, comme justement la présentation vous parviendra, et puis ensuite le rapport, tous ces liens sont à l'intérieur, donc vous les aurez directement. Donc, d'après justement cet organisme qui fait des statistiques, on voit qu'au printemps 2017, Blackboard en Amérique du Nord en est rendu à 33% de part de marché, Moodle à 24%, Canvas, donc arrivé depuis 2011, est déjà rendu à 19%, suivi par Brightspace, donc le nouveau Design to Learn. Sakai est maintenant à 3%, et puis il y a d'autres ENA qui sont généralement donc installés dans moins d'universités. Ok, si on regarde, donc là, il est assez chargé, cet acétate est assez chargé. Donc, généralement, les statistiques ont été sorties d'un blog qui s'appelle Illiterate, dont vous aurez le lien, qui est animé par 2 analystes américains, Michael Feldstein et Phil Hill, et qui, depuis plusieurs années, suit de façon assez régulière le marché des LMS. Ils interviennent un peu partout dans les conférences. On voit entre autres que Moodle News, donc la lettre d'information de Moodle, reprend souvent leur blog. Et donc, ils travaillent avec d'autres organismes, celui qu'on a vu juste auparavant, pour sortir justement des statistiques. Donc, ils sont plus en Amérique du Nord, mais ils commencent aussi à faire des statistiques sur l'Europe, un peu en Amérique du Sud également. Donc là, si on regarde donc leurs statistiques, on voit effectivement donc que WebCity et Blackboard, là, complètement à gauche, ont démarré dans les années 98. On voit justement qu'en 2005, Blackboard a acheté WebCity. Donc pendant un moment, il a dû continuer un petit peu à faire tourner les deux ENA, et puis après, donc, il y a eu une attrition des plateformes avec WebCity. On voit aujourd'hui que justement, malgré justement ces achats, il perd plutôt des parts de marché. Moodle a donc commencé en 2001 et donc c'est celui qui est en orange là, et a gagné donc de façon constante des parts de marché, mais on voit maintenant que ça s'érode également un tout petit peu. Et Blackboard a une division infonuagique, Moodle Rooms, pour laquelle justement il est partenaire de Moodle pour donc des licences en SaaS, donc Service as a Software. Et donc on voit finalement effectivement que Moodle est un tout petit peu, n'a pas continué une progression constante comme il l'avait depuis ses débuts. Design to Learn, donc le nouveau, celui qui est connu maintenant sous Brightspace, a donc commencé dans les années 2000. On voit qu'il a une progression constante et que depuis les dernières années, il gagne d'ailleurs un petit peu plus de parts de marché. Celui qui fait une progression assez foudroyante, on peut dire, c'est Canvas. Donc, on voit qu'il commence, j'ai mis 2011 parce que c'est pour ça que les dates sont toujours
entre le moment où le logiciel est lancé, la firme est faite, il y a quelques pilotes, donc on voit potentiellement, il avait même démarré en 2009, mais en fait la firme Instructure a vraiment peut-être été formée un peu plus en 2011, mais on voit en fait que là, en quelques années, la bande, hein, c'est vraiment le nombre d'installations, la largeur de la bande, c'est le nombre d'installations en Amérique du Nord, donc il a fait une progression très très grande. Tout en bas, du graphique, on voit Learning Studio de Pearson qui est en fin de vie, donc il va s'arrêter cette année, il va fermer. On voit justement après qu'il y a des homegrown, là, donc tout en haut, c'est des développements maison, mais là au niveau des développements maison, il y a réellement une attrition à l'heure actuelle. Et puis la première bande est formée donc de différents ENA qui donc souvent sont soit installés par exemple aux États-Unis dans ce qu'on appelle K-12, là, donc primaire, secondaire, soit vont être installés dans moins d'une cinquantaine d'universités aux États-Unis. Donc actuellement les tendances donc en Amérique du Nord, potentiellement un peu plus aux États-Unis, c'est vraiment pour ceux qui font des nouvelles installations, également dans le K-12 et dans les petites universités, c'est une tendance à aller vers l'info nuagique et puis à aller vers des logiciels. Là, les développements maison sont de plus en plus petits. Donc, d'après ce que nous dit Illiterate, là, cette enquête a été faite au niveau de 4520 institutions aux États-Unis et au Canada. Et si vous voulez voir les modalités en fait de cette collecte de données pour ces statistiques, elles sont écrites, elles sont explicitées sur leur site dans les différents posts qui en parlent. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ces statistiques? Est-ce que des surprises, ça confirme des choses? Il y a une réaction. Oui, il y a une réaction, Pascal, c'est un mot sur Moodle Rooms. Oui. Alors Moodle Rooms, c'est en fait donc Moodle a plusieurs. Donc Moodle, c'est ce logiciel open source qui est bien utilisé, donc vous le connaissez tous puisque c'est celui qu'on utilise bien majoritairement au Québec, donc aussi bien on le verra dans les universités que dans les cégeps. Il y a donc une version également, Moodle a plusieurs partenaires, donc Moodle est disponible donc pour installation sur site en version donc open source. Mais donc le headquarter de Moodle, là, qui est en Australie, a aussi des partenaires divers, il y en a plusieurs, qui proposent la version de Moodle en open source. Et donc Blackboard est un partenaire de Moodle et justement sa division infonuagique dans laquelle il propose Moodle en open source s'appelle Moodle Room. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors. Oui, il y a une question de... Donc là, d'abord, est-ce que Moodle Room, c'est payant? Moodle Room, ça va être payant. Le service va être payant, effectivement. Blackboard est une firme, une compagnie commerciale, donc oui, là, je n'ai pas de données plus précises, mais oui, ça va être payant. Et est-ce qu'il y a des stats sur les départs donc, vers autre chose qu'un ENA, comme par exemple Google Apps? Oui, ça existe. On va en voir un petit peu par la suite de la présentation. Ben justement, on va voir comment Google Apps ou Google Classroom se place à nouveau. Et puis, ben, c'est bien aussi, si jamais, comme c'est une série de 3 webinaires, là, si jamais après il y avait certaines, je pourrais rajouter quelques diapos à la prochaine pour avoir ça si ce n'était pas de façon explicite. Mais il y a en fait même un schéma assez compliqué fait par Illiterate où c'est un rond. Et on voit justement quels ENA vont vers quels ENA. Donc, par exemple, là, on voit généralement que Learning Studio, celui que je vous disais qui est tout en bas, là, qui va disparaître, eux, souvent, ils vont vers Brightspace. Donc, oui, ces stats sont disponibles également. Il y a une petite... Ouais, vas-y.
Oui, je vois payant parce que je vois le payant, mais libre quand même. Libre, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est le code source de Moodle qui est libre. Ça veut donc dire qu'il est à disposition de la communauté. On peut donc l'installer chez soi, le personnaliser, faire des développements d'outils complémentaires et potentiellement proposer ces outils complémentaires dans la communauté. Après, il y a des modalités pour que les outils complémentaires puissent réellement être mis dans le core de la prochaine version de Moodle. C'est le headquarter de Moodle qui donc est en Australie qui va gérer ça. Donc c'est sûr par contre que dès qu'on rentre en info nuagique et que donc on a besoin ça veut dire qu'à ce moment-là on prend un contrat avec un fournisseur qui va gérer pour vous le système, ses mises à jour, etc. On rentre en fait dans un service payant finalement où on n'a plus accès au code puisque justement on paye en fait ce service en info nuagique. Donc oui, le service de quelqu'un qui va vous proposer une licence en info nuagique va être payant. Moodle est de code libre, mais donc pour réellement en bénéficier, c'est sûr qu'il faut plutôt l'installer sur sa propre plateforme pour être en mesure de le personnaliser comme on le souhaite. C'est bon? Passer à la diapo suivante. Ok, donc ce qu'on a vu finalement, c'est qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, les joueurs principaux sont 5 là, donc c'est Blackboard, Moodle, Sakai, Canvas et Brightspace maintenant. Donc justement, ils se rangent soit dans des logiciels commerciaux, soit de source libre. Donc Moodle et Sakai sont de source libre. Donc comme je disais, c'est vraiment le fait qu'on a accès au code, on peut le personnaliser, on peut proposer des modules supplémentaires. On rentre alors dans un processus qui fait que tout développement d'outils n'est pas nécessairement incorporé, mais en fait, on peut le faire. Puis on verra plus tard d'ailleurs que l'Université de Montréal l'a fait. Là. Ça va être dans le prochain webinaire pour justement un module sur les compétences. De l'autre côté, on a les commerciaux. Donc, Brightspace avec la firme Desire to Learn, Blackboard avec différentes versions, et on a vu qu'ils avaient cette division infonuagique en partenariat avec Moodle pour fournir la licence en SAS. Et puis, on a Canvas, le petit nouveau, alors qui est mis au milieu, parce que Canvas, quand il est arrivé, au départ, il a dit on est open source, on est un logiciel de source libre. Donc, effectivement, Canvas dépose du code qu'on peut donc récupérer. Donc, oui, il est de source libre par rapport donc au code qu'il rend disponible. En revanche, ce code-là n'a pas l'ensemble des fonctionnalités de Canvas. Si on veut avoir toutes les fonctionnalités de Canvas, à ce moment-là, il faut avoir un contrat avec Instructure, donc qui est la firme qui gère Canvas, parce que c'est dans la version infonuagique qu'il y a l'ensemble des fonctionnalités de Canvas. Mais, et on le verra après, certaines universités ont implanté Canvas au Canada, ont implanté Canvas en prenant la version de source libre. Il a aussi un statut un peu spécial, Canvas, parce que autant Moodle et Sakai, on va dire, étaient un peu plus des vrais open source, entre guillemets, là. Canvas, la firme qui le gère, est donc une firme qui est cotée en bourse maintenant. Donc, Instructure, depuis 2015, est cotée en bourse. Donc, c'est sûr qu'on peut se dire que même en étant du code source libre, qu'il donne à disposition, au niveau des orientations de son code, du fait qu'il fait partie en fait d'une firme cotée en bourse, c'est moins communautaire. Il peut y avoir en fait des décisions qui peuvent être plus proches de décisions d'affaires potentielles que ce qu'on voit avec Moodle, où il y a ce phénomène de partage de communauté qui est au cœur en fait de la philosophie. Qu'est-ce qui va souvent donc différencier un peu tous ces logiciels maintenant quand ils vont être comparés les uns les autres, ces 5-là, et puis tous ceux qui arrivent sur le marché parce qu'il y en a pas mal, ça va être l'adaptation à la mobilité. Maintenant, les étudiants ont tous des appareils mobiles, que ce soit des téléphones, des tablettes ou autres. Là. Donc, en fait, ce qui va être regardé, c'est quand l'ENA est accédé à partir d'un appareil mobile, comment se comporte-t-il?
On parle aussi beaucoup de simplification et personnalisation. Le fait de dire on veut des logiciels qui ne soient pas trop compliqués, des ENA qui ne soient pas trop compliqués à apprendre, qui puissent être personnalisés facilement. On parle donc beaucoup aussi maintenant d'infonuagique. Certaines institutions ne veulent plus gérer l'infrastructure ou autre et partent vers des services infonuagiques. À ce moment-là, après, les différents logiciels vont aussi être différents par rapport au fait que sont-ils des clouds natives, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été designés directement pour être dans le cloud ou est-ce qu'on les adapte à être dans le nuage. On va aussi parler des différents ENA par rapport à leur capacité au niveau de l'interopérabilité, donc l'architecture. Est-ce qu'ils permettent d'intégrer facilement d'autres outils? De quelle façon sont-ils monolithiques ou de quelle façon sont-ils plus basés sur un patchwork d'applications qui peuvent soutenir différents besoins, aussi bien d'administration de la classe que plus pédagogique et d'apprentissage. Et puis, on va parler aussi beaucoup d'analyse de l'apprentissage. Là, c'est le sujet de l'heure parce qu'il y a beaucoup d'avances là aujourd'hui dans des technologies qui touchent à l'intelligence artificielle, au machine learning, au deep learning. Donc, l'analyse de l'apprentissage va être souvent quelque chose qui va être regardé quand on va parler des différentes plateformes. Des réactions par rapport à ça, ou je poursuis? Oui, il y en a une, au moins une, en tout cas, c'est... attends, je remonte le fil de questions. Mais une fois qu'on prend un contrat, on a quand même accès au code source des fonctionnalités, point d'interrogation. Parce qu'en fait, open source, donc le livre ne veut pas dire gratuit. En fait, ça dépend. On a toujours accès à l'open source, puisque généralement, donc, les sources vont être disponibles sur différentes plateformes de gestion de code. Donc, c'est sûr que si on veut avoir Moodle chez soi, par exemple, si on parlait tout à l'heure de Blackboard et Moodle Room, oui, on peut toujours avoir accès à la version open source de Moodle. Mais si on a un contrat avec Blackboard ou avec un autre partenaire de Moodle pour la version infonuagique, c'est généralement en fait qu'on ne peut pas avoir à installer Moodle chez soi. Les gens se tournent souvent, les institutions se tournent souvent vers l'infonuagique pour être en mesure d'avoir plus de flexibilité, pour être en mesure d'avoir plus de maintenabilité. C'est en fait la firme qui gère en infonuagique le logiciel qui va s'occuper des mises à jour ou autres. Donc on peut toujours avoir accès aux sources, mais si on est allé vers l'infonuagique avec un partenaire, c'est que généralement c'est le modèle et la priorité que l'institution se donnait à ce moment-là. Est-ce que c'est clair ça ou... Oui. Ça allait. Il y a quelqu'un qui a mis d'ailleurs le code de source de Canvas, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y avait une autre... Comment s'en sortent les institutions qui sont allées vers l'infonuagique en termes de consommation d'espace? Les offres sont-elles satisfaisantes pour ces institutions? Parce qu'il y a toujours des limites, par exemple 4 terabytes. Donc la question c'est? Comment s'en sortent les institutions qui sont allées vers le cloud, l'infonuagique? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, chaque offre infonuagique est limitée en termes d'espace, soit en bande passante, soit en espace en fait, de stockage. Donc à terme, comment est-ce que les institutions s'en sortent? Ok, là, je ne peux pas vraiment répondre dans le sens que je n'ai pas fait une étude réellement en fait, sur l'implantation. Donc, c'est ça. Ce que je précisais au départ, c'est vraiment, cette recherche, c'est vraiment une étude haut niveau. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant de faire un autre dossier plus spécifiquement là-dessus. Ça va dépendre, c'est sûr que plus on paye, plus on va avoir justement de ressources ou autres. Mais donc, je ne peux pas répondre à cette question dans le sens que je n'ai pas fait l'étude par rapport à ça. Mais peut-être que quelqu'un peut répondre mieux. Je vois que Nelson répond. Est-ce que le dépôt GitHub contient les fonctionnalités aussi? C'est une discussion en parallèle avec parfait. Technique, c'est bon. Ok, donc là, c'est un petit tableau sur ce qui se passe en Europe.
Donc, on voit qu'en Europe, Moodle est vraiment leader. Là, on voit qu'il est, si on regarde à l'automne 2016, Moodle est installé donc, à 65%. Donc, en fait, depuis 2013, c'est pratiquement 2 institutions sur 3. On voit que Blackboard, en 2016, est à 12%, mais depuis 10 ans, en fait, il a perdu des parts de marché. On voit justement après qu'il y a d'autres joueurs qui sont vraiment européens. On voit que Canvas et Brightspace sont là, et Sakai également, ils sont présents, mais en fait parfois donc moins populaires que d'autres joueurs qui sont soit allemands ou norvégiens. En Europe, la tendance, elle est plutôt à ce qu'il y ait finalement peu d'infos nuagiques, des achats groupés et avec des applications de code source libre. De façon générale, en Europe, les institutions sont moins riches que surtout les institutions aux États-Unis, au Canada aussi. Donc, généralement, donc, les institutions européennes vont plus rechercher des solutions qui sont moins coûteuses, donc ont moins tendance, d'après les statistiques qu'on nous donne, à acheter des services, et donc à ce moment-là, moins tendance aussi à acheter des services infonuagiques, puisque dans ce cas-là, on rentre dans des contrats d'achat. Donc après, sur le blog, ils ont poussé les statistiques donc un petit peu plus pointues pour être en mesure de dire, OK, donc on a vu tout à l'heure que Blackboard et Moodle étaient les leaders du marché. Mais maintenant, donc, si on regarde de façon un peu plus précise par rapport à la taille des établissements, en tout cas, on peut à ce moment-là être plus précis finalement sur les statistiques. Donc, si on regarde le tableau que vous avez sous les yeux, en Europe, on voit que Moodle donc, est vraiment positionné partout, quelle que soit la taille des institutions. Donc, on voit que les institutions, elles sont prises soit de 1 à 2500 étudiants, de 2500 étudiants à 15 000 étudiants, et puis 15 000 étudiants et plus. Donc, on voit que Moodle est leader partout. Il est plus présent dans les petites institutions. Blackboard, qui est donc le second, est, lui, un peu plus présent dans les grosses institutions. On voit que Sakai est là dans les petites institutions au niveau de 3%, et je ne vois pas le pourcentage dans les un peu plus grandes, mais donc il est à peu près la même taille. Brightspace est un peu présent au niveau des moyennes et grandes institutions, mais Canvas donc, commence aussi une petite entrée. Mais en fait, c'est vraiment très, très léger. En revanche, si on regarde le bas du tableau, là, donc on est au Canada et aux États-Unis, on voit que Moodle a une position leader au niveau des petites institutions, donc inférieure à 2500 étudiants, suivi par Blackboard, donc lui il a 37%, Blackboard le suit à 18%, Canvas commence à talonner Blackboard à 17%, Brightspace n'est pas bien loin, et puis il y a les autres. En revanche, dès qu'on passe dans des institutions un peu plus grandes, donc de 2500 à 15 000, on voit que c'est Blackboard qui est le leader du marché, et que Canvas a dépassé Moodle avec 26%. Moodle est en 3e position, suivi par Brightspace. Et quand on rentre dans les grandes institutions, on voit que Moodle, là, a moins la tête du marché, il est passé 4e, et que Blackboard et Canvas sont à égalité, suivis par Brightspace. Donc, en fait, cette statistique-là montre combien Canvas, donc rentré, comme on le voyait tout à l'heure, en 2011, a fait une progression au niveau des universités moyennes et grandes de façon assez importante. Quelques commentaires là-dessus? C'est bon? François a précisé en fait ce qui se passe par rapport à Moodle, Okay. Moodle Déclic, en fait, puisqu'ils offrent le service, donc sans être un partenaire Moodle, parce que c'est à but non lucratif, Déclic offre un service similaire avec Moodle dans les collèges. Vous pouvez avoir accès au code source, mais ils ont centralisé le tout, donc un collège ne veut pas individuellement modifier le code source de son Moodle. Ensuite, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas modifier? Parce que c'est centralisé. Et ensuite, il y a une remarque. En fait, c'est intéressant de constater que plus l'institution est grande, moins Moodle semble convenir.
C'est ça. A priori, ce que les statistiques ont l'air de montrer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus les petites institutions, en fait, qui se rendent vers Moodle, effectivement. Et donc, les statistiques suivantes sont par rapport aux nouvelles implantations. Donc, il n'y a pas encore beaucoup au niveau de 2017, on n'a pas encore trop de recul, mais ça, ce que ça montre aussi, en fait, c'est que donc entre 2007 et 2017, donc c'est ça, quand il y avait une nouvelle implantation dans une institution, quel était le choix? Donc, on voit que Moodle, entre les années 2007 et 2013, était le choix premier des nouvelles implantations. Et puis, on voit que dans les dernières années, depuis 2013, justement, Canvas, dont on parlait tout à l'heure, commence à faire son trou. Moodle est encore là. On n'a pas, le 2017, en fait, ça s'arrête à partir de juin. Donc, en fait, il faudra que l'année se termine pour voir un peu plus clair, là. Mais on voit finalement que 2016, 2017, c'est plutôt les années pour Canvas et Brightspace, en fait. On voit que Blackboard également commence un petit peu à décliner au niveau. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des appels d'offres, donc là, il y en a eu plusieurs assez récemment d'ailleurs au Canada, quand il y a des appels d'offres d'environnement numérique d'apprentissage, les différents joueurs l'envoient généralement sur la shortlist, sur la liste de sélection, Moodle, Brightspace, Canva, Blackboard, mais que dans les derniers choix, récemment, c'est souvent Brightspace qui l'a emporté au Canada ou Canvas qui l'a emporté aux États-Unis. En revanche, on voit le 53%, c'est pour dire que aujourd'hui, Moodle reste toujours au niveau européen le choix principal, le choix premier des institutions, donc à 53%. Il y a des questions par rapport aux MOOC, aux plateformes en fait MOOC qui sont pas très populaires. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un veut faire des commentaires? On va avoir une petite diapo après, si vous voulez, et puis vous pourrez à ce moment-là discuter par rapport à la diapo. OK. Oui. OK, là, donc ça, c'est encore, c'est ça c'est pas trop place, là. Donc, c'est beaucoup de statistiques. C'est vraiment le cœur de de ce premier webinaire, c'est des statistiques. Donc là, c'est là où on voit à nouveau, donc là, on est vraiment au Canada, donc de 98 à 2016. Donc, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, on avait WebCity, là, qui fait donc une courbe descendante de 98 jusqu'en 2012. Blackboard, rentrer également. En 2005, là où il y a la petite flèche achat, c'est Blackboard qui achète son concurrent WebCity. Moodle rentre à ce moment-là et justement commence une courbe ascendante. Et en 2011, justement, comme François l'indiquait tout à l'heure, c'est les cégeps au niveau du Québec qui vont amener beaucoup d'utilisateurs de Moodle, puisque Declic, l'organisation, donc va choisir cette plateforme et qui va donc la gérer pour l'ensemble des cégeps de la province. On voit après, de la même façon, là, que Brightspace est en hausse et Canvas, lui, est tout petit et Sakai, en fait, est plus trop dans la course. Là, il est resté très, très plat depuis toutes ces années-là. Donc, il est à 2% a priori. OK. Puis encore, et après, ça va être fini pour les stats. C'est encore la même chose. C'est une autre façon, excusez, une autre façon encore de représenter les nouvelles implantations. Donc, quand il y a les appels d'offres aujourd'hui, quand une institution veut renouveler son environnement numérique d'apprentissage, eh ben, dans les dernières années, on voit donc qu'après un gros choix pour Blackboard, encore, pour WebCity au départ, pour Blackboard, pour Moodle, c'est au Canada Brightspace qui
qui souvent reste le choix final des institutions. Récemment, justement, donc Brightspace a été installé à l'Université d'Ottawa. Donc, ils avaient lancé un appel d'offres en 2016 et puis donc il a été installé je pense qu'en mai 2017, il était totalement opérationnel. Et puis là, c'est un collège. Au niveau du Nouveau-Brunswick, il y a un collège qui a fait un appel d'offres cette année et qui a également, il y a quelques semaines, retenu Brightspace. Et là, tout récemment, donc vous verrez dans le rapport par la suite, j'ai indiqué que l'Université de Toronto était en appel d'offres. Et en fait, j'ai vu là, il y a quelques semaines ou quelques jours même, elle a finalement choisi Canvas. Donc, a priori, je pense la version open source. Dans le sens qu'on le verra par la suite, la version infonuagique, il y a toute cette problématique de où sont les serveurs et donc de protection des données personnelles. Donc, généralement, les universités canadiennes, lorsqu'elles choisissent, en tout cas, le Canvas qui est plus implanté en infonuagique aux États-Unis, elles vont le prendre en open source et l'installer sur leur serveur. Il y a plusieurs commentaires, Pascal, Oui. de gens qui se demandent pourquoi en fait ces décisions, pourquoi en fait l'infonuagique ou en local et pourquoi Canvas ou Brightspace, puisque c'est les exemples les plus récents en fait que tu cites. Donc justement, j'ai pas fait une étude très détaillée au niveau des fonctionnalités. Donc alors, pourquoi l'infonuagique? Ça, c'est vraiment plus aux États-Unis. Ça veut dire que potentiellement les universités américaines se tournent, on verra aussi qu'il y a un consortium qui est en train de faire, mais bref, les universités américaines se tournent vers un logiciel qui leur semble potentiellement plus moderne. Là. Canvas, donc, si je reviens un peu aux critères que j'avais indiqués tout à l'heure par rapport justement au choix. Ça veut dire que Canvas, Brightspace sont mieux positionnés par rapport à l'adaptation à la mobilité, entre autres. En fait, Canvas même a été, son jeune âge permet justement pratiquement de l'avoir designé en fonction d'appareils mobiles. Donc, c'est à la fois quand on pense la mobilité, donc il faut penser aux appareils mobiles, mais ça va plus loin parfois que simplement le fait d'avoir un affichage correct, donc d'avoir le fait qu'on peut plus ou moins zoomer, que l'affichage sur l'écran se fait bien. Canvas est aussi avec des microservices qui permet aussi que le rendu soit au niveau des besoins le plus adéquat également. Là. Donc, ce qui va aller donc a priori dans ces choix-là, ça va être l'adaptation à la mobilité. Pour Brightspace également, justement, je ne lis pas toujours tout le chat en même temps, là, mais je vois qu'il y a un commentaire qui disait effectivement qu'à la cité collégiale, puis ça sera potentiellement même le prochain webinaire, on va plus parler un peu de choix en tant que tel. La cité collégiale, ils ont Brightspace depuis quelque temps et un des points forts de Brightspace, c'était justement cette adaptation à la mobilité. Donc, ça va être ça beaucoup, le fait de reconnaître que maintenant, les étudiants, les professeurs aussi, là, font beaucoup de choses avec leurs appareils mobiles. Et donc, il faut que la plateforme, le NA, soit performant par rapport à cette dimension-là. Également, Canvas, souvent, est cité comme très simple. Alors après, quand des choses sont très simples, on ne peut peut-être pas tout faire. Mais donc, lui, il s'est basé aussi sur le côté architecture, interopérabilité. Donc, des fois, Canvas est décrit presque comme sur mon iPhone, j'ai plein d'applications. Ces applications soutiennent des besoins différents. Elles sont bien adaptées aux différents besoins. Canvas, c'est un peu cette philosophie-là qu'il suit. Ça veut dire que tous les systèmes dont on parle, là, ils sont tous interopérables. Blackboard, Moodle, Sakai, Brightspace, ils sont tous compatibles avec la norme, là, entre autres une norme qui s'appelle IMS LTI, mais ils ne misent pas tous de façon réelle sur l'interopérabilité. Et c'est le choix qu'a fait Instructure avec Canvas, de dire je vais avoir un système avec un petit core, et puis je vais aller chercher les applications qui supportent bien les différents besoins. D2L également est mis en avant
par rapport à l'intégration qu'il a de l'analyse de l'apprentissage. C'est aussi quelque chose, entre autres, à la cité collégiale, justement, qu'il développe un peu plus, donc par rapport après au suivi des étudiants. Donc, en gros, ça va être ça. Ça va être ça les facteurs. Après, donc, j'ai pas, ça pourrait de la même façon faire l'étude vraiment après d'un autre dossier, une étude exhaustive autre, mais c'est ça qui va un peu démarquer les choses. Les logiciels qui sont plus adaptés à la mobilité, et a priori, Canvas, D2L se positionnent bien, parce que généralement, quand les institutions, là maintenant, font des appels d'offres, elles testent justement ces différents logiciels, donc c'est sûr que la fonctionnalité, là, va être mise en avant. Côté simplification, personnalisation, donc pas des choses trop complexes, des choses qui peuvent se personnaliser facilement, va être mis en avant. Bon, le côté infonuagique, mais là après, c'est vraiment, ça dépend vraiment des orientations des institutions. Là, on voit que c'est un peu plus en cours aux États-Unis actuellement, que ça dépend en Europe. Au Canada, ça dépend, parce que ça, c'est vraiment des décisions institutionnelles, finalement, de se dire, je vais vers l'infonuagique où j'ai toutes mes affaires on-site. Le côté architecture, c'est ce dont je parle, le côté interopérabilité, donc le fait de miser sur une architecture relativement éclatée, mais où chaque application supporte vraiment ce pourquoi on l'installe, et puis analyse de l'apprentissage. J'en profite pour te signaler qu'il reste encore 15 minutes, Pascal. OK. Et il y a aussi, en fait, des questions sur les mots qui arrivent, en fait. Donc, il y en a... Parfait. Est-ce que c'est dans les acétates suivantes? Parfait. Oui, donc là, on voyait les DNA. Donc, justement, il y a encore 3 acétates à peu près. Donc, justement, quels sont les autres joueurs, en fait? Donc, on voit que Google et Microsoft, des grands joueurs, se positionnent aussi. Et puis, l'acétate suivante parle des MOOC, justement. En fait, Microsoft, les deux avaient, à partir d'Office 365, à partir de Google Apps, ils avaient fait une suite, Microsoft Classroom et puis Google Classroom. Enfin, une suite, oui, Microsoft a annoncé la fin de Microsoft Classroom, et ça va devenir Microsoft Teams, et c'est devenu Microsoft Teams, qui est donc incorporé dans Office 365. Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Microsoft fait plus le choix de rester au niveau de la classe. Donc, hub digital pour la collaboration entre le prof et les étudiants. Donc, les professeurs peuvent monter un environnement où il va y avoir de la collaboration, du partage, mais on va rester au niveau de la classe et non pas nécessairement au niveau de l'institution complètement. Google Classroom, par contre, est déjà donc assez bien implanté aux États-Unis, donc au niveau K-12, donc le primaire secondaire, et à l'heure actuelle, il vise toujours le marché en éducation supérieure. Donc lui, il a commencé réellement à compléter avec des fonctionnalités qui sont les fonctionnalités habituelles des ENA, là, ce dont on parlait tout à l'heure, avec le fait que ça peut s'intégrer facilement à des systèmes institutionnels, justement pour l'enregistrement des étudiants ou autres. Donc, si on regarde la étape suivante, on voit que Google Classroom est encore peu adopté au niveau de l'éducation supérieure, mais ça commence, c'est très peu encore, mais ça commence. Donc là, toujours ce même blog, on recensait finalement dans les différentes universités au niveau mondial, qui avait implanté Google Classroom. Donc, primary, secondary, ça veut dire soit comme un ENA primaire ou secondaire. Quand c'est primaire, ça peut quand même être en complément d'un autre environnement numérique d'apprentissage. Donc, par exemple, quand on voit sur la ligne qui est tout en bas des États-Unis, qu'il y a 2 installations primaires. Il y en a une qui est donc au California University of Management and Science. Et en fait, là, il y a 2 primary systems, ils sont 2. Ils cohabitent avec Moodle. Quand on est directement comme système secondaire, ça veut dire qu'il y a toujours un ENA primaire et qu'à ce moment-là, le secondaire, c'est des professeurs qui peuvent plus choisir de l'utiliser ou non. Mais ça veut quand même dire, quand ça vient à ce niveau-là, que ce sont des choix institutionnel et non pas juste au niveau d'enseignants. Le chiffre d'Angleterre là est gros, mais c'est parce que finalement c'est la même institution qui a 5 collèges, donc finalement ça pourrait être 3 finalement. Et voilà les MOOC. Alors, est-ce que justement c'est d'autres joueurs? C'est sûr que quand les MOOC ont démarré, donc en 2011, ça fait 6 ans, puis donc c'est Stanford qui a lancé le BAL. Par la suite, il y a eu pas mal d'universités qui ont justement fait des MOOC, et donc souvent elles les faisaient aussi avec leur propre plateforme.
Mais depuis 2011, les choses, même si les modèles d'affaires sont quand même toujours un petit peu en cours de recherche, ont commencé à se stabiliser. Et donc maintenant, les grands éditeurs de MOOC, en fait, ils ont leur propre plateforme. Donc si on regarde, donc ça c'est Classe Centrale, vous aurez donc le lien par la suite. Là c'est vraiment donc un site qui fait le suivi des statistiques qui concernent les MOOC. On voit que Coursera donc est un gros pourvoyeur avec 40%, suivi par edX. Non, j'ai mis 2 fois Coursera. Excusez. Donc, c'est Coursera, edX, et celui d'après, c'est Udacity. Je changerai ça. Après, c'est un éditeur de MOOC chinois. FutureLearn, c'est en Grande-Bretagne. Donc, Coursera et edX sont plus à donner des formations académiques, donc des cours qu'ils font avec des professeurs, et puis donc c'est des universités qui vont à ce moment-là faire cohabiter ou compléter des programmes, soit des programmes académiques classiques réguliers, soit des programmes de formation professionnelle avec ces cours, soit c'est en formation professionnelle, et donc on voit justement que Udacity, lui, il monte ses cours avec les grands joueurs comme Google, entre autres, pour avoir des cours qui vont être courts, généralement, c'est des cours de 6 semaines. On va payer $200 par mois et on va avoir accès à des formations de très haut niveau sur, alors là, il y en a beaucoup en intelligence artificielle à l'heure actuelle, là, donc c'est vraiment pour donner des spécialités très pointues avec des experts du domaine. Et ce qu'on dit là souvent, c'est que, comme entre autres, par exemple, Google fait ses cours avec Udacity, il peut aussi savoir quels étudiants il va recruter à la fin, parce que ces MOOC commencent à exploiter aussi beaucoup le côté analyse de l'apprentissage. Donc, ils sont un peu dans une bulle là où ils sont en mesure eux-mêmes, comme ils ont beaucoup de participants, ils sont en mesure avec les statistiques de tirer parti de leurs cours, qui sont souvent designés avec des ingénieurs pédagogiques et des experts de contenu, et ils vont aller potentiellement toujours en s'améliorant. C'est pour ça souvent qu'on entend dans la presse, est-ce que ça remplacera pas les universités ou autres. Là, c'est un autre dossier en fait à faire. On pourra, donc, s'il y a des intérêts, remonter un webinaire là-dessus. Donc, ce qu'il faut voir à l'heure actuelle, par contre, c'est que les plateformes de MOOC sont différentes des plateformes des ENA. En 2012, Instructure avec Canvas, et peut-être que d'ailleurs Instructure a toujours une plateforme de MOOC, mais ce n'est pas Canvas. Donc, de façon générale, il y a des logiques propres au modèle, en fait, avec beaucoup de participants, le fait que pour gérer une classe, il faut plus que les étudiants puissent s'organiser entre eux autres. Donc, il y a des outils qui vont être un petit peu différents que si on veut gérer un cours, même un cours hybride avec 40 à 100 étudiants. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché est disjoint par rapport aux ENA et aux MOOC. Il reste quelques minutes. Donc justement, est-ce que aujourd'hui, puis c'est des choses qu'on va rediscuter donc les prochaines semaines, est-ce qu'il y a un nouveau contexte en éducation qui se dégage un petit peu dans le sens que, et c'est surtout, bon, c'est sûr que c'est très teinté nord-américain et très teinté aussi États-Unis, là, il y a vraiment là-bas une logique de marché parce que l'éducation devient tellement chère là-bas qu'il y a des joueurs en fait qui se positionnent pour offrir des choses moins chères pour que les gens puissent quand même s'éduquer. Et donc en fait on voit beaucoup d'éditeurs de logiciels, aussi bien au niveau de ENA que pour des ressources, le mouvement aussi des ressources libres est aussi en cours. Donc en fait le marché se complexifie. Il y a aussi un gros marché de e-learning et donc besoin de ENA en entreprise. L'analyse de l'apprentissage fait aussi qu'il y a plein de joueurs qui arrivent dans le domaine parce que les données d'apprentissage deviennent très précieuses. Donc, ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, il y a un exemple d'un regroupement par rapport un peu à tout ça, dans le sens que les universités américaines ont vu d'une certaine façon par rapport à leur production. Donc, au niveau de la recherche, les chercheurs produisent des articles et après ces articles sont récupérés par des revues savantes qui après font payer un très très gros coût aux mêmes universités qui ont produit pour avoir les produits. Donc en fait, actuellement, il y a un consortium qui s'appelle Unizine qui veut assurer une influence sur son écosystème d'apprentissage et pour pouvoir s'affranchir le plus possible de joueurs commerciaux. Et ils ont en fait fondé leur ENA autour de Canvas.
c'est clair que ça a dû donner aussi un coup de pouce à Canvas aux États-Unis quand on voit la courbe très ascendante, rapide qu'il a eue. Et donc, les 3 objectifs qu'elles sont en train de mettre en œuvre, c'est avoir un ENA commun pour pouvoir partager des ressources, des bonnes pratiques et être en mesure après d'avoir un bassin plus important pour justement sortir des données intéressantes de l'analyse de l'apprentissage. Et je pense qu'il est 25 et que j'arrive sur ma conclusion. Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement leader dans le marché des ENA? Comme on l'a vu depuis le départ, aujourd'hui, Moodle est très bien placé, comme Blackboard, mais dans les derniers choix d'implantation, on voit en fait que justement, il a potentiellement des efforts à faire. C'est pour ça que j'ai marqué Moodle à surveiller. Et on le voit déjà là. Il y a des réactions de Martin Dougiamas, qui est donc le CEO de Moodle, parce qu'il y a des analyses de marché qui sortent et qui disent effectivement que Canvas est bien en avance, que Brightspace avance aussi. Et donc, on voit que Moodle aujourd'hui commence à sortir et mettre plus d'emphase sur le tableau de bord des étudiants pour avoir potentiellement une personnalisation ou une simplification sur la mobilité, sur l'analyse de l'apprentissage. Ils appellent d'ailleurs des projets pilotes pour un module qu'ils appellent Inspire. Donc justement, aux États-Unis, c'est sûr que, d'après ce qu'on voit des statistiques, il est possible qu'il y ait un peu des changements de dynamique. En Europe, à l'heure actuelle, moins, on pourrait dire, et entre autres, ça peut être lié au coût d'achat et au coût en général. Les gens sont plus code de source libre aussi pour cette problématique-là. Si on regarde au Québec, puis ça, on va en parler un petit peu plus les prochaines fois, Moodle est donc très bien installé. Et les gens sont très satisfaits de façon générale, mais donc il ne faut quand même pas s'endormir sur ses lauriers toujours. Et donc, il faut regarder ce qui se passe avec Canvas, puisqu'on voit cette progression rapide aux États-Unis. On voit que là, il y a maintenant 4 universités au Canada qui doivent l'avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de version française qui est vraiment aboutie. Justement, à l'Université d'Ottawa, ils ont choisi Brightspace. Canvas était sur leur shortlist, mais la version française n'était pas encore suffisamment professionnelle. Et alors, ce qui est vraiment un point au niveau de Canvas, justement, c'est le côté infonuagique. C'est pour ça que ceux qui l'ont installé ont installé la version sur site, parce qu'à partir du moment où on part sur une version infonuagique, il faut savoir à ce moment-là que les lois qui sont au niveau des données qui vont être dans cette version-là sont les lois du pays où résident les serveurs. Donc, ça veut dire qu'au Canada, puis on en parlera aussi un peu plus une prochaine fois, les lois de protection des données personnelles sont différentes de celles des États-Unis. Donc, il y a ce côté-là, finalement, qui fait que la version infonuagique de Canvas, ça peut aujourd'hui de chance actuellement de trop s'imposer. Brightspace est à surveiller puisqu'il s'installe bien en Ontario et c'est sûr qu'il vise le marché québécois. Mais donc, on voit que Moodle, qui regarde bien aussi tout le marché, commence à mettre en avant les améliorations qu'il fait sur justement des fonctionnalités qui ont permis potentiellement peut-être aux autres de le distancer d'après les statistiques qu'on a vues. Voilà. OK. Donc, en fait, la conclusion, c'est qu'il faut suivre le marché de façon régulière parce que les choses bougent là. Les plateformes, ça bouge finalement. Les normes aussi. On en parlera un peu plus la prochaine fois. Il y a cette logique de consortium et que donc, on a déjà finalement au Québec au niveau du réseau des cégeps avec des clics là, qui permet justement de mutualiser des logiciels, mais en fait qui n'existent pas au niveau universitaire. La pédagogie bouge aussi, donc ça veut dire que parfois on va pouvoir peut-être avoir besoin aussi d'applications qui vont supporter certains types de pédagogie. Et puis les tendances et technologies bougent aussi beaucoup, et c'est sûr qu'actuellement tout ce qui se passe en intelligence artificielle a des retombées en fait et aura des retombées sur le marché des ENA. Voilà. Je ne vous relaisse pas beaucoup de temps pour réagir peut-être. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines choses? Il y avait une question. En fait, tout à l'heure, tu parlais des statistiques. Et il y a une personne qui voulait savoir si les statistiques sur le nombre de cours portaient sur les MOOC ou sur le nombre d'auto-formations. Alors, les statistiques qui étaient dans la diapo des MOOC? Celle-ci?
ou celle d'avant? Oui, celle-ci. Celle-ci, elle porte sur les MOOC, effectivement. En fait, d'après les différentes ressources que j'ai compulsées, on voyait que de 2011 à 1060, il y a des erreurs, c'est pas 2016, c'est 2016. 700 universités ont livré 6850 cours. Donc après, c'est vrai que les cours qui sont livrés, c'est pas sûr qu'ils sont suivis jusqu'au bout. On dit qu'il y a beaucoup de cours qui sont livrés, puis les gens décrochent ou autres là. Donc c'est des statistiques de cours livrés, suivis jusqu'au bout, je ne sais pas. Comme on le disait un peu, le modèle est encore en train de se définir. Les gens parfois vont suivre un cours, ne demandent pas le certificat, le cours est gratuit, le certificat est payant, bref, il y a toute une dynamique. Là, ça mériterait vraiment, ça rentre pas trop justement dans notre problématique là parce que c'est pas un environnement numérique d'apprentissage au sens des environnements numériques d'apprentissage qui sont installés dans les universités ou dans les cégeps. C'est une autre dimension fort importante au niveau d'éducation et puis de joueurs qu'il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe là. Mais donc là, c'était vraiment des statistiques propres au MOOC. Les statistiques précédentes étaient propres aux environnements numériques d'apprentissage, soit en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, soit en Europe. Puis il n'y a pas de données. Illiterate a mis quelques données, mais c'est vraiment encore un petit peu anecdotique en Amérique du Sud. Et puis, à l'heure actuelle, en tout cas, je ne suis pas allée explorer ça parce que c'est ça, c'est une mine d'or, effectivement, le web et Internet, là. Il y a sûrement aussi beaucoup de choses qui se passent en Asie. On voit en tout cas que là, il y a un joueur asiatique dans les distributeurs, des fournisseurs de MOOC, mais ce n'est pas un marché donc, que j'ai du tout exploré au niveau des ENA. Merci Pascal pour cette présentation. Une toute petite confirmation. Moodle étant un environnement numérique d'apprentissage, ce n'est pas une plateforme utilisée pour les MOOC, donc à ta connaissance, il n'y a pas de MOOC développé sur Moodle. Ah, je n'ai pas dit ça. Peut-être qu'il y a des MOOC développés sur Moodle, parce que ce qu'on a vu, il y a eu des MOOC développés sur... oui, sûrement, peut-être que... quand on voit actuellement EduLib, là, qui est formé de l'Université de Montréal, Polytechnique, il y a peut-être des acteurs qui pourraient mieux répondre que moi aussi, là, Polytechnique et puis HEC Montréal, en fait, c'est sur EDX qu'ils sont. Donc, en fait, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun MOOC sur des plateformes de NA, il y en a. Mais, entre guillemets, si après, il y a une réelle stratégie sur du long terme, aujourd'hui, ça sera sûrement une autre plateforme qui sera choisie que les plateformes habituelles pour les environnements numériques d'apprentissage. Parce que, justement, elles ne sont pas vraiment adaptées à ce genre de modalités, en fait. Donc, oui, il peut y avoir des MOOC qui existent avec Moodle, potentiellement. Mais les grandes firmes qui proposent des MOOC et qui sont... peut-être que dans les autres, là, on va trouver qu'il y a certaines universités qui ont fait des MOOC avec Moodle, ou avec Sakai, ou avec Blackboard, ou avec Brightspace ou Canvas. Mais généralement, ça sera avec des plateformes qui sont plus orientées autres modalités d'enseignement.